Merci, monsieur le modérateur. Je serai bref en ce qui concerne le retour des biens culturels. Nous l'avons dit, l'on est homme par sa puissance de culture. Et l'on est homme au monde parce que ce qui représente son identité et qu'on considère comme étant son patrimoine. Vous n'accepteriez pas, jeune homme, que l'on déplace la tombe de votre ancêtre pour la positionner dans une vitrine à Paris, n'est-ce pas, où l'on paye pour aller voir le squelette de votre ancêtre. Je prends cet exemple aberrant, apparemment aberrant, mais j'aurais pu parler de la Vénus au Tantôt, n'est-ce pas, que j'ai étudié dans le cadre de mes études d'anthropologie au Muséum d'histoire naturelle. En pièces, une personne qui est partie vivante, enlevée d'Afrique du Sud et qui a été exposée, promenée sur les scènes londoniennes et parisiennes et bruxelloises de l'époque, et qui est morte évidemment, elle ne pouvait pas tenir ce rythme parce qu'elle avait des mensurations un peu particulières. On voulait montrer les exceptions des nègres d'Afrique. Donc elle était exposée, baladée de ville en ville, les gens payaient pour aller la voir nue, et puis elle est morte. On n'a pas fait de dissection, sauf pour retirer un certain nombre d'organes et les exposer telles quelles, elle-même étant plus ou moins momifiée, enfin. C'est le cas des biens culturels. Voilà un bien humain, une personne humaine qui a été rendue au stade simple de bien matériel, au profit de ce que nous appelions le capitalisme tardif, où il n'y a plus ni respect, ni culte du sacré, ni considération. Eh bien, ce qui est valable, qui a été valable pour la Vénus au Tantôt, l'a été pour de nombreuses autres personnes. Vous savez, pour les besoins de la science, de la recherche anthropologique, de la recherche médicale, de nombreux Africains ont été ainsi pris pour simplement matière d'expérimentation et traités comme tels, et leurs mensurations ont été bien sûr traitées par les scientifiques, mais pour les besoins de la preuve, on a gardé les restes dans des laboratoires qui sont connus, et on ne les a jamais restitués. Aujourd'hui, ce débat est entier. Donc pour l'instant, on parle des biens culturels, c'est-à-dire des artefacts, des éléments de culture que l'on a volés ici ou là, qu'on a arrachés ici ou là, et qui font la beauté, la grandeur et la richesse des musées, des grands musées d'Europe, notamment l'Europe, dans l'ancienne Europe européenne. Il nous semble que le problème ne se pose pas en termes de qualité de leur infrastructure d'accueil là-bas. Le problème est un problème idéologique et de respect de l'humanité dans la personne d'autrui. Si nous acceptons d'être colonisés jusqu'au-delà de ce que nous sommes, alors nous pouvons accepter d'être expatriés ainsi et réduits à la plus simple expression d'objets. Mais si nous considérons que ces objets ont une valeur certaine, Wingono Sora aurait pu vous en dire davantage, parce qu'on a pu voir ces masques parler, des masques se détacher des murs dans certains musées, parce que c'était des objets culturels, des biens culturels représentatifs d'un certain nombre de valeurs spirituelles dans leur lieu de production. Eh bien, ces biens-là ont tout intérêt à rentrer chez eux. Et comme je vous disais, même s'il faut les garder d'abord dans un grenier, au moins vous aurez la chance, vous
qui êtes jeunes et qui ne les connaissez pas, de savoir qu'ils existent. Et qu'on ne peut pas dire que l'homme africain n'est jamais entré dans l'histoire. Il n'a pas produit de culture, il n'a pas produit les éléments de l'esthétique dite moderne, sachant pertinemment que c'est à la rencontre des biens culturels venus d'Afrique, n'est-ce pas, que le cubisme est né et que des peintres célèbres comme Picasso ont pu réinventer tout l'art qui a été le leur et qui a fait et leur beauté, leur grandeur et leur richesse. Je m'arrêterai là pour ce qui est des biens culturels. S'agissant de l'industrialisation, l'industrialisation, c'est tout simplement l'industrialisation des traditions africaines ou l'industrialisation de l'Afrique par ses traditions. Industrialiser les traditions, mais s'industrialiser aussi par les traditions. Je ne sais pas ce que vous vouliez savoir exactement, mais je dirais que si vous regardez la longue marche de l'Afrique vers ce qu'on appelle l'industrialisation, d'abord, on considère que l'Afrique ne peut pas développer d'industrialisation. L'Afrique est un réservoir de matières premières au sens le plus large et le plus complexe de ce concept de matières premières. Vous savez que les matières premières, quelquefois, commencent par les hommes, les ressources humaines. Donc, on définit une division internationale du travail, où dans une partie du monde, l'Afrique, se trouvent les matières premières. Dans d'autres parties du monde, n'est-ce pas, ceux qui peuvent transformer les matières premières. Donc le problème ici devient celui de la transformation structurelle des traditions, en sorte que vous leur donniez à chaque matière, vous accordez, autour de chaque matière, vous développez une chaîne de valeur ou des chaînes de valeur. Ils vont donc apporter de la plus-value à ce que vous avez produit à l'origine et qui est le bien local. Je dis les choses comme ça pour aller très rapidement. Si vous prenez, vous parliez d'alimentation, vous étiez déjà dans l'industrialisation et demain je donnerai une conférence au Palais des Congrès sur les saveurs d'Afrique et sur le patrimoine alimentaire africain, n'est-ce pas? L'alimentation patrimoniale des Africains, voilà un des grands programmes de l'industrialisation. Tout comme, puisque vous les avez mentionnés, les systèmes de santé patrimoniaux, qui sont des réservoirs de richesse, des réservoirs d'industrie locale, mais portés au meilleur niveau de l'excellence universelle avec les meilleurs niveaux de technologie et de sciences que le monde ait pu produire, et donc les Africains eux-mêmes et leurs amis qu'ils auraient choisi volontairement, délibérément, de manière ciblée, sont capables de pousser le développement, la transformation dans leur plus belle et plus lointaine expression technique et scientifique. Donc l'industrialisation n'est rien d'autre que l'utilisation scientifique des traditions africaines, donc des patrimoines d'Afrique, à la fois comme socle, comme source et comme ressource pour industrialiser l'Afrique. Pour illustrer ceci, je sortirai de l'Afrique et vous donnerai juste un petit exemple. Nous allons, parenthèse, au mois de septembre, rencontrer les groupements d'industriels camerounais d'Afrique centrale à Douala, et nous allons leur présenter à cette occasion-là quelques éléments tirés du rapport de mise en œuvre de l'industrialisation. Il permet justement de démontrer que, en l'espace de 10 ans, non pas de 25 ans, l'Afrique peut rattraper tous les retards qu'on lui connaît dans un certain nombre de secteurs. Et qu'à partir de l'industrialisation comme stratégie de développement pour l'Afrique économique notamment, eh bien, on peut se passer des matières qui
qui aliènent le travail des Africains, qui extravertissent la relation à l'économie, et que simplement en consommant par exemple des produits africains, vous avez parlé de l'igname. Vous savez que si vous regardez la cartographie de l'igname, c'est toute l'Afrique de l'Ouest, c'est toute l'Afrique centrale, mais c'est une partie de l'Afrique australe et de l'Afrique orientale qui consomme l'igname. Vous mettez en place des chaînes de valeur de l'igname. Vous restez dans une production que vous croyez être typiquement africaine, mais il y a plus à dire derrière. Eh bien, c'est des centaines de millions de consommateurs que vous avez. Mais si vous consommez de faire bouillir l'igname, chacun à sa manière, vous n'arriverez jamais à produire la richesse qui est derrière l'igname. Si vous prenez le manioc, supposons que c'est ça qui était à l'origine effectivement un produit consommé par les Mayas, les Incas et les autres, mais il est devenu africain. À partir du moment où il est dans le patrimoine alimentaire africain et que nous le mettons en route dans le cadre de l'industrialisation. Un exemple a été donné lors de la conférence que vous évoquiez, c'est celui de la Côte d'Ivoire, qui simplement en utilisant deux produits tirés du manioc, la tchéké, n'est-ce pas, en semoule, et l'autre produit en bouillie, a réussi à faire bon en 2018 et 2019 pour pratiquement 6 000, comment on dirait ça, ils en étaient aux 2 tiers de leur budget, n'est-ce pas, de recettes budgétaires à partir d'un seul produit. Or, vous prenez le même produit, vous le mettez au niveau d'un pays comme le Cameroun, il y a plus de possibilités de production. Rien que par les chaînes de valeur tirées du manioc, le Cameroun peut, d'après les calculs que nous avons obtenus, passer à une production de 6 000 à 7 000 francs, à 7 000 milliards. 6 000 à 7 000 milliards de francs CFA. Je ne dis pas 6 milliards, je ne dis pas 7 milliards ou 700 milliards, je dis bien 6 000 à 700 à 7 000 milliards de francs CFA annuels, uniquement par les produits tirés du manioc en leur conférant une chaîne de valeur. Or, ce qui est constant, c'est qu'à partir du moment où vous entrez dans cette production-là, vous êtes obligé de solliciter de la recherche en amont. Donc, vous développez vous-même une demande de recherche pour améliorer les systèmes de production, pour améliorer les technologies qui vont permettre de produire les produits, les fruits de votre industrialisation. Mais en aval, vous avez évidemment les produits eux-mêmes, la labellisation, le développement de la normalisation, n'est-ce pas, et tout ce qui va avec dans le cadre du commerce et de la zone de libre-échange, par exemple. Parce que ce que l'Afrique va faire demain, ce n'est pas d'importer de la friperie pour qu'elle traverse les frontières dans le cadre des zones de libre-échange. Mais c'est que chacun, là où il est, là où il peut faire prospérer un produit africain, s'applique à lui donner le maximum de chance dans le cadre de ce concept-là, où on se dit, on applique les meilleures techniques, la meilleure scientificité, la meilleure capacité de production pour développer la productivité, pour s'assurer des mécanismes et des chances de conservation, pour le calibrage et en vue de la distribution, avec tout ce qui va derrière tout cela. Et c'est tout l'ensemble mis en route qui nous donne ce que nous appelons un produit industriel basé sur le patrimoine. Je crois que c'est suffisamment clair.
Et pour vous donner une dernière idée, pour que cela s'ouvre bien dans la conscience et le mental des jeunes, est-ce que vous savez que ceux qui font des sandwichs le matin, ils développent l'industrialisation des producteurs de jambon, des producteurs de saucissons, des productions pour ceux qui utilisent des fromages. Vous savez combien il y a de fromages en France? Entre 285 et 300 connus, listés. Chaque village a son programme, son fromage. Et on garde le secret parce que si vous lancez le secret à tout le monde, vous perdrez votre fromage. Donc nous développons l'idée qu'à chaque village peut correspondre une opportunité de production et donc une source d'industrialisation et de libération des énergies et de la créativité des hommes et des femmes qui ont disposé de ce patrimoine dans l'histoire de leur développement et de leur rapport à leur environnement. Donc, vous voyez, c'est des choses tout à fait simples. Il nous semble qu'il fallait simplement y penser et se dire, nous ne sommes pas, nous Africains, des matières premières. Nous ne saurions laisser nos terres à être simplement des réservoirs de matières premières. Il nous appartient de poser les regards transformateurs sur nos matières premières, comme nos ancêtres l'ont fait bien avant la rencontre des civilisations hautes, puisque les spéculations qui ont été à l'origine des transformations culinaires, n'est-ce pas, de la production de patrimoine gastronomique, eh bien, ça a été pensé par des hommes, ça a été développé par des femmes. Le génie africain ne s'est pas arrêté avec la colonisation. Il a été mis sous le... Il s'agit de le libérer aujourd'hui. Et seule l'industrialisation bien menée nous permet d'aller vers ces horizons qui apparemment sont nouveaux, mais qui sont libérateurs et d'énergie et de créativité. Je vous remercie.